Que c'est beau. Que c'est beau. Après ça, on peut mourir tranquille. Je parle même pas des paysages, hein. J'ai l'impression de faire le Paris-Dakar. C'est ouf. Je suis officiellement l'un des vôtres maintenant. Ah oui, dès que fait le groupe. Fantastique, il n'y a pas d'autre mot. Je te suis, je te suis. Il veut me montrer quelque chose. Les hommes! Ah, regardez, des petits lézards. On est là, ici. Il n'y a personne. Ah là 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 là. T'y es presque. T'y es presque. Bravo. Bravo. On est bien là, hein. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? On l'a fait. Salam, bonjour Azul, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement heureux de vous retrouver à l'aube d'un nouveau départ et d'ailleurs je vous annoncerai la destination d'ici quelques jours sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre dessus, ça n'a pas changé, c'est toujours le même, c'est Ben & Co. Mais aujourd'hui, on va parler du désert et pas n'importe lequel, le Sahara algérien. Je vous ferai un petit débrief de mon expérience que j'ai vécue dans le Sahara algérien, mais aussi je répondrai aux interrogations que vous pouvez avoir sur justement l'organisation d'un voyage dans le désert. Donc si vous vous posez des questions du type combien ça coûte, est-ce que c'est dangereux, quelle agence choisir, quel circuit il faut faire, vous êtes au bon endroit. Je vous donnerai vraiment tous les meilleurs conseils possibles afin de vous faciliter la tâche dans l'organisation de votre futur voyage dans le désert algérien. Donc à la base, c'est une vidéo que je voulais réaliser à la fin de l'Algérie saison 2 pour vous faire un petit débrief de ce qui s'était passé durant ce voyage dans le désert. Faute de temps, je ne l'ai jamais faite parce qu'après j'ai beaucoup enchaîné, il y a eu le Qatar, le Sénégal, etc. etc. Et en général, ce genre de vidéos quand on est posé comme ça, ce sont des vidéos qui demandent quand même beaucoup de temps. Voilà, là j'ai préparé un script, il faut se replonger un petit peu dans ses souvenirs, etc. etc. pour apporter le plus d'informations essentielles afin que cette vidéo soit pertinente. Donc ça tombe bien, en plus on est dans les bonnes périodes, comme quoi tout est fait pour une raison. Donc on va pas blablater pendant une heure, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Très rapidement, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ben, ça fait plus de 10 ans que je sillonne notre belle planète et 7 ans que je crée du contenu axé voyage sur cette chaîne YouTube et j'ai eu la chance et l'opportunité de visiter 2 fois l'Algérie, donc un premier voyage qui m'a conduit à explorer le littoral algérien de Tlemcen jusqu'à Annaba, en passant par plein d'endroits fantastiques, en allant en Kabylie, en passant par Alger, la capitale, etc., etc. Donc une aventure que je vous invite vraiment à découvrir en cliquant quelque part là au-dessus de ma tête, mais également j'ai eu l'occasion d'y retourner une seconde fois parce que j'avais un objectif en tête, c'était de pouvoir explorer le Sahara algérien, chose que je n'ai pas pu faire durant mon premier voyage pour 2 raisons. La première, c'est que j'étais limité par la durée de mon visa, 30 jours globalement, c'est très court quand on visite un pays aussi grand que l'Algérie, et puis en plus, j'étais pas tombé dans les bonnes périodes puisque durant mon premier voyage, on était au mois de mai. Tous les Algériens que j'ai rencontrés m'ont dit « Non mais au mois de mai, t'es fou, tu vas cramer. Hein, c'est pas la bonne période pour aller dans le désert, il fait trop chaud. » Donc j'ai refait un visa et je suis reparti en Algérie avec l'objectif en tête de visiter le Sahara algérien et je vais vous expliquer justement comment ça s'est passé. Alors bien évidemment, il n'y a pas que les aventures en Algérie sur ma chaîne YouTube, hein, j'en ai tourné un paquet que je vous invite à découvrir également dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube. Il y a eu l'Albanie, la Tunisie, le Maroc, le Brésil, l'Argentine, etc., etc. Donc si vous avez besoin de vous évader, de découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures, l'onglet playlist de ma chaîne YouTube vous serez servi. Histoire de
bien structurer cette vidéo, je vais l'organiser en 2 parties. La première, ce sera un retour d'expérience par rapport à ce que j'ai vécu durant mon voyage dans le Sahara algérien, comment j'ai fait pour me rendre là-bas, etc., etc. Et la deuxième partie, ce sera sur comment organiser votre voyage dans le Sahara. Donc je répondrai à toutes vos questions concernant le budget, le circuit, quelle agence choisir, est-ce que c'est dangereux, etc., etc. Mais avant de commencer cette vidéo, permettez-moi de vous dire que vous n'êtes pas obligé de regarder les images, hein. Vous pouvez seulement écouter ma voix, l'utiliser un petit peu comme un podcast pendant votre trajet au travail, dans les transports, en marchant, en faisant votre petit jogging matinal, ou bien quand vous êtes à la salle de sport, tranquillement, voilà. Vous pouvez simplement m'écouter, vous n'êtes pas obligé de regarder les images, puisque le but c'est de vous apporter des conseils aujourd'hui. Donc concernant mon expérience, voilà comment ça s'est passé. Je vais tout vous raconter depuis le début. Je savais que je voulais retourner en Algérie. J'ai fait exprès de choisir des périodes qui concordent avec, si vous voulez, les bonnes périodes pour se rendre dans le désert algérien. Donc je savais que l'idéal c'était novembre, décembre. En fait, quand il commence à faire un petit peu froid en France, vous voyez, bah c'est les bonnes périodes pour aller dans le désert algérien. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, entre la saison 1 et la saison 2, on m'a contacté pour participer à un podcast. C'est sur la chaîne justement de DZ Podcast que je remercie via cette vidéo, qui m'a interviewé, voilà, concernant un petit peu mon voyage en Algérie, comment ça s'est passé, etc. Et à un moment donné, il m'a posé la question suivante, il m'a dit: Ben, toi qui aimes bien voyager en solitaire, vu que c'est ton objectif pour la deuxième saison de te rendre dans le désert, comment tu vas faire? Comment tu vas faire, etc. Je lui dis: écoute, je me suis pas trop encore penché sur la question, mais oui, si je dois passer par une agence, je passerai par une agence. Si j'ai pas le choix, voilà, si c'est comme ça que ça se passe, et ben ça se passera comme ça, c'est tout. Suite à ce podcast, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser, à me pencher à la question. J'ai notamment fait appel à quelques connaissances parce que j'avais eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes durant ma saison 1. Donc j'ai contacté notamment une créatrice de contenu qui s'appelle Mélissa Titry, je lui ai écrit, je lui ai demandé quelques conseils, d'ailleurs que je remercie au passage elle et sa famille s'ils regardent la vidéo. J'ai été ensuite contacté par mail par 2 agences qui avaient certainement écouté le podcast, qui m'ont donc proposé de m'aider à organiser mon voyage dans le Sahara. Et à partir de là, j'ai commencé à discuter avec ces 2 agences. Je me suis dit, s'il y a d'autres agences qui me contactent par la suite, j'éviterai de discuter avec 50 agences. Je voulais pas comparer, me prendre la tête, etc. parce que je sais que quand on commence un petit peu à s'éparpiller, voilà, c'est difficile. Je me suis dit, tu compares avec 2-3 agences, tu vois ce qu'elles proposent, tu les écoutes et ensuite tu prendras une décision. Donc on avait d'un côté l'agence Bloody Road Trip, représentée par CM, avec qui je me suis engagé par la suite, et l'agence Boitite, représentée par Yasmine. C'était très dur pour moi de dire oui à une plus qu'une autre, mais à un moment donné, il fallait que je m'engage. D'ailleurs, je me souviens à ce moment-là, j'étais déjà arrivé en Algérie, je continuais à discuter avec ces 2 agences et je savais qu'il fallait que je prenne une décision. Donc dire oui à l'une, c'était dire non à l'autre, et ça me déchirait le cœur, franchement, en sachant que les 2 étaient extrêmement gentils. Et c'est pas parce que j'ai choisi Bloody Road Trip que ça veut dire que l'autre agence est mauvaise. Pas du tout, c'est il fallait faire un choix. J'ai eu l'opportunité en fait de rencontrer CM sur Alger. On avait pris un café ensemble, on a discuté, on a parlé de l'organisation et je lui ai pas donné ma réponse tout de suite. J'ai attendu aussi de discuter vraiment bien avec l'autre agence. En fait, Yasmine, elle partie en voyage dans le désert, donc on communiquait par WhatsApp, etc. Durant notre rendez-vous avec CM, elle m'a expliqué comment ça se passait et elle m'a dit: qu'est-ce que tu voudrais faire? Donc est-ce que tu veux aller à Janet? Est-ce que tu vas aller à Taman Rasset? Parce que c'est vaste, hein, quand on parle de désert quand même, il y a plusieurs endroits à découvrir, il n'y a pas qu'un circuit possible. Je lui ai dit, franchement, j'en sais rien. Je sais pas. J'aimerais bien commencer à la limite par Janet. Et puis en termes de circuit, elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux voir que des paysages type dunes de sable, etc. Est-ce que tu veux varier un petit peu, voir des canyons, voir des oasis? Je lui ai dit, écoute, je te fais confiance, c'est ton travail. Moi, j'ai juste envie de voir des décors de Mars, des décors de cartes postales, et j'aimerais bien effectivement un tour un peu varié et pas voir que des dunes, voilà. Un mix un petit peu de tout ce que le désert peut nous offrir, donc je te fais confiance. Les seuls trucs que je lui ai demandé, j'avais en fait 2 conditions. La première, c'était que contrairement aux autres personnes qui allaient faire le tour avec moi, je voulais rejoindre Janet par la voie
terrestre et non aérienne, parce que j'avais pour objectif de descendre l'Algérie en transport et de voir un petit peu tous ces paysages que peut nous offrir le pays, parce que bah voilà, plus on s'enfonce et plus on a les paysages qui changent, on a des décors différents et ça c'est magnifique. Et puis j'avais envie de visiter pas mal de villes justement entre Alger et Djanet, hein. Je suis passé notamment par Sétif, par Tougourt, par Ouargla, par Biskra, etc., etc. Et puis la deuxième chose que je lui ai demandé, je voulais qu'on soit voilà un groupe assez restreint pour profiter au maximum de l'expérience. Je veux pas que ça parte en mode colonie de vacances, j'aimerais qu'on soit vraiment un petit groupe, un petit cocon. Je demande pas à être tout seul bien évidemment, hein, mais genre 10-15 personnes, ce serait parfait, c'est-à-dire qu'il y ait une ambiance chaleureuse, familiale, bienveillante, mais pas que ça parte un peu dans tous les sens parce qu'on est trop justement. C'est un peu comme ça souvent, hein, l'effet de groupe, ça crée parfois un peu des dispersions, etc. Et pour ma première expérience, c'est pas ce que je voulais. En plus, moi, je crée du contenu, donc je voulais vraiment que ça reste un cadre cocon familial, chaleureux, vous voyez ce que je veux dire. Donc elle m'a dit, t'inquiète pas, en général, quand j'organise des séjours dans le désert, c'est pas plus de 15 personnes, ça peut monter un petit peu plus, ça peut descendre un peu moins, voilà, ça dépend des réservations, mais ce sera pas 30 personnes, ne t'inquiète pas. Juste, par contre, si on s'engage ensemble, il faudra que tu me donnes une date. Il faut que moi, derrière, je puisse commencer à communiquer, que je puisse organiser tout ça, etc. Donc il faut vraiment qu'on choisisse une date. Quelques jours après, bah, je me suis engagé avec l'agence Bloody Road Trip et on a conclu la date du 9 décembre. À ce moment-là, on était début octobre et je savais que 2 mois plus tard, il fallait que je sois à Djanet pour le début de mon voyage. Je me suis organisé pour voyager plein de villes et descendre l'Algérie petit à petit. D'ailleurs, saison 2 que vous pouvez suivre, hein, je vous invite vraiment à la suivre. Et puis, je me suis vraiment enfoncé dans l'Algérie et je me suis retrouvé à un moment donné dans une ville qui s'appelle Ouargla. À partir de Ouargla, j'ai pris un bus de nuit, donc c'est très simple, hein. Je suis allé à la gare des bus, j'ai demandé en fait s'il y avait des taxis collectifs qui pouvaient aller à Djanet, mais c'était pas possible. Il n'y avait pas en fait de taxi collectif parce que les distances sont trop longues. Entre Ouargla et Djanet, il y a plus de 1000 km si je dis pas de bêtises, et il n'y avait pas de taxi collectif qui faisait ce trajet. Je l'ai fait par bus de nuit, d'ailleurs. Il y a eu quelques petites mésaventures, j'en ai fait d'ailleurs une vidéo très sympa où j'ai filmé tout mon trajet en bus. Et j'ai fait donc un bus de nuit Ouargla-Ilizi, parce que c'était pas direct, donc je suis arrivé dans une ville qui s'appelle Ilizi. Et ensuite j'ai pris un deuxième bus, un peu plus petit, une sorte voilà, de petite navette qui faisait Ilizi-Djanet. Après 24 heures de trajet, j'étais extrêmement épuisé, hein, parce que comme vous vous en doutez, dans les bus de nuit, c'est pas toujours très confortable, on dort pas, en plus on est en position assise, hein, c'est pas un bus couchette, et en plus le bus s'arrête souvent pour permettre à certains passagers de descendre, à d'autres de monter, pour qu'on puisse aussi aller aux toilettes, ou bien se restaurer, etc., etc. Donc on est arrêté assez souvent, il y a aussi des checkpoints de gendarmerie, de police, en plus les autorités savaient qu'il y avait un touriste qui descendait à Djanet en bus, donc souvent il y a des policiers ou des gendarmes qui montaient, on venait voir si j'étais là, si tout allait bien, on me contrôlait, etc. Donc moi j'étais souvent réveillé, donc ça a été très compliqué, j'ai pas forcément dormi dans le bus. Et d'ailleurs ce qui était magnifique, petite anecdote au passage que je vous raconte, c'est que durant ce trajet en bus, le lendemain matin, alors je peux pas dire quand je me suis réveillé parce que j'ai pas vraiment dormi, je somnolais en fait. Au lever du soleil, j'ai vu en fait le lever du soleil sur les dunes du Sahara, c'était magnifique, franchement c'était trop beau, et je suis parti me poser à côté du conducteur, on a discuté tout ça, il me dit regarde là et tout, nanana. Et c'était trop beau, franchement j'ai ce souvenir en tête, j'avais trop kiffé, je me disais ça y est, on y est quoi, waouh, on se rapproche petit à petit, on va enfin toucher du but, ce rêve d'explorer le Sahara algérien, même si j'étais déjà dans le Sahara, mais bon, on n'avait pas fait le tour. Mais voilà, quand je suis arrivé à Djanet, j'étais littéralement explosé après ces 24 heures de trajet. J'ai trouvé un hôtel, de toute façon c'est pas compliqué, Djanet c'est pas très grand, il y a 2 hôtels. J'ai pris celui qui était juste à côté de là où le bus m'avait déposé. J'ai booké une chambre, j'ai pris une douche et je suis parti me coucher direct. J'étais arrivé par exemple le 7 décembre, quelque chose comme ça, et mon tour commençait le 9. Donc le lendemain, Siem m'a mis en relation en fait avec le groupe de Touareg avec qui on allait partir, on a sympathisé, on a fait quelques petites démarches administratives en sachant que moi je suis voyageur étranger, je précise, hein, je ne suis pas algérien, j'ai pas de nationalité algérienne ou de binationalité ou quoi que ce soit. D'ailleurs c'est pour ça que cette vidéo s'adresse à tout le monde, hein, que vous soyez étranger comme moi ou bien
que vous soyez d'origine algérienne mais que vous n'avez pas forcément de passeport algérien, que vous êtes obligé de faire un visa pour vous rendre en Algérie. Voilà, cette vidéo s'adresse un petit peu à tout le monde pour l'organisation du voyage en Algérie. D'ailleurs, vous allez comprendre un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc j'avais prévu justement ce petit laps de temps, hein. Je m'étais dit il fallait que j'arrive un jour ou deux en avance justement pour prévoir le coup et pas arriver le jour même, etc. Ça m'a permis de me reposer, ça m'a permis aussi de monter des vidéos, parce qu'il faut pas oublier que durant mes aventures, je monte les vidéos au quotidien, ce qui rajoute aussi une fatigue supplémentaire durant le voyage. Et ça m'a permis de rencontrer aussi le groupe de Touareg avec qui j'allais partir 2 jours plus tard lorsque j'ai fait mon check-out. Il y a le groupe de Touareg avec qui j'allais partir dans le désert qui sont venus me chercher à l'hôtel aux alentours de 21h, 22h, quelque chose comme ça. Et on est parti directement à l'endroit du premier campement. On a monté les tentes, je les ai aidés, voilà, on a disposé les tentes, on a mis les matelas, etc. Après j'étais crevé. Je suis gentiment parti me coucher après avoir sympathisé avec eux, en attendant en fait que mon groupe arrive d'Alger. Parce que mon groupe, eux, faisait ça en avion, Alger-Djanet. Les Touaregs allaient les récupérer à l'aéroport de Djanet pour les amener sur le campement où nous avions passé la première nuit. Donc voilà comment ça s'est passé. Le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai fait connaissance avec mon groupe, on a commencé à sympathiser, et ensuite on est parti pour 7 jours d'exploration dans le Sahara. C'était magnifique. Et ce que j'ai trop kiffé en fait durant ce tour, c'est que c'était une expérience unique. On était totalement déconnectés, hein. Il n'y a pas de réseau dans le désert. Donc ça apprend justement à souffler un peu, voilà, on profite. On est là, on est en harmonie avec le groupe, on se connecte à eux, on se déconnecte, voilà, des réseaux, de la vie, on oublie un peu tout, le travail, le stress, etc., etc. On est là pour profiter, pour se ressourcer. On se connecte avec les gens qui nous entourent, on se connecte avec les Touaregs, on apprend d'eux, de leur culture, etc. On voit des paysages fantastiques. Il y a ce calme aussi dans le désert, c'est-à-dire que si vous marchez 150 mètres, voilà, vous laissez votre groupe, vous marchez 150 mètres, on n'entend plus rien, c'est le silence quoi. Et là on se dit, waouh, ça fait trop du bien. Ça ressource, vraiment ça ressource. Et puis surtout, ce que j'ai aimé dans le tour qu'on a fait, c'est qu'on a vu vraiment une variété de paysages. On n'a pas fait que de la dune, de la dune, de la dune, de la dune. Non, on a vu une partie de la Tadrart rouge, hein, ces paysages tout droit sortis d'un décor de film de science-fiction qui pourrait représenter la planète Mars, hein, dans le parc national du Tassili Nadjer. On a repris la route, on est repassé par Djanet, et en fait on est parti au nord de Djanet, et là on a vu d'autres décors que le Sahara pouvait nous offrir. Donc notamment des canyons, des oasis, en passant par Issendillen, en passant par Irir, et c'était magnifique. Vraiment, j'ai trop kiffé. Et je pense que ça s'est vu d'ailleurs dans les épisodes. D'ailleurs, ce qui était drôle, c'est que le voyage a duré 1 semaine, mais on était tellement déconnectés du monde que j'avais l'impression limite qu'on était parti pendant 1 mois. On regardait plus le téléphone, on savait pas à quelle heure il était. En fait, on se repérait avec la lumière du soleil, on se repérait par rapport à la chaleur. On savait que quand il faisait très chaud, il était à peu près 14 h, etc. Et on se repérait aussi par rapport aux heures des repas. On savait que quand on allait manger à l'heure du déjeuner, qu'on était à peu près entre midi et 14 h, mais c'est vrai que moi je regardais même plus mon téléphone à force, hein. Je prenais juste des petites vidéos, bon j'avais ma caméra, etc. Mais c'est tout. On était vraiment en totale déconnexion et c'est vrai que ça nous a fait du bien à tous. Donc voilà concernant mon expérience. Alors je pourrais vous en parler pendant 3 heures, mais vraiment sans problème. Même pendant 3 jours, mais je pense que c'est pas le but de cette vidéo. Je vous conseille vraiment d'aller voir les épisodes parce que vous pourrez vraiment ressentir ce que j'ai vécu durant ces 7 jours d'exploration dans le désert, notamment donc dans la partie de Djanet et ses alentours. Maintenant, on va passer à la partie 2 de cette vidéo. Comment organiser votre voyage dans le désert. Je suppose que vous vous posez plein de questions et je le sais parce que vous êtes un paquet à m'en avoir envoyé sur Instagram, en commentaire de mes vidéos. C'est pour ça d'ailleurs que je réalise cette vidéo, c'est que je peux pas répondre malheureusement un par un à tout le monde. En plus, chaque cas est différent, mais j'ai sélectionné les questions qui revenaient le plus afin de pouvoir y répondre de manière générale. On va parler déjà comment organiser un voyage dans le désert. Parce que quand on parle de désert, c'est vaste, hein. On parle quand même du Sahara. Autant vous dire qu'il y a une multitude de possibilités. On peut le visiter. Alors là, je parle que de l'Algérie, hein. On peut très bien aussi visiter une partie du Sahara en Tunisie. On peut très bien visiter une partie du Sahara au Maroc. Là, c'est sur mon expérience en Algérie. Quand on parle donc du Sahara algérien, on peut très bien le faire comme moi dans la partie sud-est de l'Algérie avec des endroits comme Djanet,
Tamanrasset. Au sein même en fait de ces deux endroits, on peut faire aussi différents circuits. Comme je vous ai dit, tout est possible en fait. Ça me fait penser un peu à un slogan de politique. Avec le désert, tout est possible. Avec l'Algérie, tout est possible. Mais c'est-à-dire que on peut très bien voir que des paysages de Mars, dire non, moi je veux faire que de la dune, des paysages de Mars. Ou on peut très bien se dire, bah non, moi aussi je veux faire du canyon. Mais on peut très bien aussi le visiter dans d'autres parties de l'Algérie. On peut très bien aller vers le centre de l'Algérie ou l'ouest en fait de l'Algérie, côté Timimoun, côté Tarit, etc. On peut le faire comme moi pendant 7 jours en totale déconnexion. On peut le faire en one day trip au départ de certaines villes. Voilà, vraiment tout est possible, mais ça dépendra de vous, de vos envies, de votre budget, de votre temps. Mais ça, il faudra en discuter avec l'agence avec laquelle vous comptez organiser votre séjour dans le désert. Donc pour organiser son voyage dans le désert, il faudra passer par une agence. Surtout quand on est touriste comme moi et citoyen non algérien. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est immense. On parle pas de la dune du Pilat, on parle quand même du plus grand désert chaud au monde. Hein. Donc concrètement, vous risqueriez de vous perdre parce qu'en plus, il n'y a pas de réseau. Hein. C'est pas je suis perdu, je prends mon téléphone, j'ouvre Google Maps, je descends une dune, je tourne à droite, je passe un oasis et ça y est, j'ai retrouvé mon chemin, je suis arrivé à Janet. Non, il n'y a pas de réseau. Concrètement, vous pouvez vous perdre très facilement. La deuxième raison, c'est qu'il faut un véhicule adapté. On n'a pas tous un 4x4 à notre disposition, on n'a pas tous aussi forcément du matériel de bivouac à notre disposition. Moi, vous me connaissez, je voyage en mode minimaliste, donc j'ai pas une tente de camping avec moi, j'ai pas un duvet, j'ai rien, j'ai vraiment le strict minimum dans mon sac à dos. Et la troisième, qui est pour moi la raison essentielle et sûrement la plus importante, c'est question de sécurité. Pourquoi? Parce que ça reste une zone assez protégée et on peut pas s'y aventurer comme ça. C'est-à-dire que c'est assez contrôlé. Surtout si on parle de Janet, on est à l'extrême sud, pas loin de la frontière avec la Libye et le Niger, qui sont considérés entre guillemets comme des zones à risque. Donc les services algériens font en sorte de protéger un maximum leur territoire, et c'est pour ça qu'il faut obtenir différentes autorisations pour pouvoir vadrouiller dans le désert. Hein. Ce sont des zones protégées, il y a pas mal de zones militaires également, mais ça, c'est pas vous qui vous en occupez, c'est l'agence qui s'en occupera pour vous. Vous, quand vous achetez un tour, vous achetez un package et ensuite vous n'avez rien à faire, vous avez l'esprit tranquille. Quand bien même vous décideriez de partir avec votre propre véhicule, parce que c'est possible, hein, si vous avez un 4x4, vous obtenez un visa, vous rejoignez l'Algérie, supposons que vous partez par exemple de Belgique. Coucou au passage à nos voisins belges. Voilà, vous partez de Belgique en 4x4, vous traversez la France, vous arrivez à Marseille, vous prenez le bateau, vous avez votre visa puisque vous êtes voyageur belge, vous voyagez en Algérie et votre but c'est d'aller dans le désert avec votre 4x4. Bah, quand vous arrivez à Janet, vous serez obligé en fait de prendre un guide avec vous, c'est obligatoire. Voilà, vous pouvez pas partir tout seul avec votre famille, vadrouiller comme ça, non. Il faudra obligatoirement que vous preniez un guide, c'est obligatoire. Et là vous allez me dire, Ben, ok, c'est bien beau tout ça, mais où aller? Quel circuit? Quelles agences? Et c'est là que je vais pouvoir vous répondre justement. Donc moi, comme je vous ai dit, je me suis engagé avec l'agence Bloody Road Trip. J'aurais très bien pu m'engager avec la deuxième agence qui m'avait contacté, Boitite. J'aurais très bien pu m'engager avec une autre agence. Comme je vous ai dit, j'ai sélectionné les premières qui m'ont contacté, j'ai discuté, voilà, avec elles, et ensuite, bon, bah, il fallait faire un choix. Mais c'est pas parce que j'ai pris Bloody Road Trip qu'elle est meilleure que les autres agences, qu'elle est moins bien que les autres agences. Fallait à un moment donné choisir une agence, et si vous en connaissez pas, et bah c'est très simple. Le premier moyen et le plus simple, c'est Google. Google est votre ami. Vous allez sur Google, vous tapez voyage, séjour, désert algérien, et là vous allez voir, il y a plein d'agences qui sont hyper bien répertoriées. Ensuite, c'est à vous de faire vos petites recherches. Vous allez éplucher les différents sites internet, vous allez voir s'ils n'ont pas une page Facebook, un compte Instagram, vous allez voir peut-être les avis sur Google, s'il y a des gens qui ont mis des avis positifs. Vous allez voir un petit peu les commentaires sur Instagram, voir ce que les gens en ont pensé, les photos, les vidéos. Tout ça, ça parle, tout ça, ça peut vous aider, ça peut vous aiguiller justement à trouver une agence. Ensuite, le deuxième moyen, c'est le bouche à oreille. Vous connaissez une personne qui est partie dans le désert, vous allez lui demander, t'es passé par quelle agence, est-ce que t'en as été satisfait, combien ça coûte, comment c'était, etc. Et ensuite, bon voilà, en général, le bouche à oreille, ça marche très bien. Quand on est satisfait,
forcément, bah, on va en parler autour de nous. Après, une personne va en parler à une autre, qui va en parler à une autre, qui va en parler à une autre. Et puis voilà, c'est comme ça que l'agence va se créer un petit réseau par bouche à oreille. Et la troisième manière, bah, c'est via les réseaux sociaux. Il y a plein de créateurs qui ont sûrement exploré le désert avant moi ou après moi, et puis qui feront des retours d'expérience en disant bah tiens, je suis passé par telle agence, c'était cool, ou c'était moins bien pour ci, pour ça, etc. Donc voilà, moi je parle de Bloody Road Trip parce que j'ai fait le tour avec eux, mais comme je vous ai dit, c'est pas une vidéo pour faire une sorte de concurrence déloyale vis-à-vis des autres et dire oh c'est top avec Bloody Road Trip, les autres, non. Voilà, il y a plein de bonnes agences et même, je vais vous dire un petit truc, c'est qu'il faut savoir que les agences sur place travaillent avec en fait les mêmes agences de Touareg. C'est-à-dire que par exemple, moi je suis parti avec Bloody Road Trip. Sur place, on avait une agence de Touareg qui nous a récupérés, donc qui travaille avec Bloody Road Trip. Mon guide, c'était Moussa. Mon conducteur, c'était Moussa. Double Moussa. Mais vous pouvez très bien partir avec une autre agence et vous retrouver avec le guide que j'ai eu, Moussa, avec le même conducteur, etc. Parce qu'en fait, ils vont travailler avec les mêmes agences de Touareg. Et moi, je suis tombé donc sur Moussa comme guide, mais j'aurais très bien pu tomber sur un autre guide si à ce moment-là, l'agence en fait pour laquelle Moussa travaillait n'était pas disponible. Donc ça veut pas dire que mon tour était mieux que les autres ou moins bien, ou c'est comme ça que ça se passe. Je connais pas les budgets de toutes les agences, mais en général les tours c'est kiff kiff. On vous emmène plus ou moins voir les mêmes endroits, même si c'est vaste. Vous allez peut-être voir un certain point de la Tadart rouge. Une autre agence va vous emmener dans un autre endroit, mais c'est kiff kiff en vérité, hein. Vous allez vous retrouver peut-être avec les mêmes guides, avec les mêmes conducteurs, en passant par une agence A, une agence B, une agence C. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne vous prenez pas la tête, comparez 2-3 agences, et ensuite vous y allez au feeling, tout simplement. Quel circuit? Très important. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs circuits, mais ça dépendra encore une fois de votre temps, de vos envies. Par exemple, si on parle de Janet, il existe plusieurs circuits possibles. Donc on peut explorer un bout de la Tadrat rouge, comme moi j'ai fait, dans le parc national du Tassili Nadjer. On va voir des peintures rupestres, des gravures rupestres, mais on peut aussi repasser par Janet et puis remonter dans le nord de Janet, aller voir des canyons, des oasis, etc. Si vous voulez faire que du désert, c'est possible. Alors il faut savoir qu'à Janet, il y a aussi un autre circuit qui est possible qui s'appelle Sefar. Et Sefar, en fait, c'est une ancienne cité perdue qui est située au cœur du massif montagneux du Tassili Nadjer. Mais alors là, c'est pas vraiment un circuit, on va plus parler d'un trek, parce que ça se fait à pied pendant plusieurs jours. On peut pas prendre des véhicules parce que les véhicules ne peuvent pas passer dans ces zones-là, donc on part à pied avec des ânes. Donc les ânes sont là pour porter la nourriture, le matériel, etc. Et on part plusieurs jours avec un guide en direction de Sefar. Ça, c'est quelque chose que je voulais absolument faire. D'ailleurs, je m'étais même dit que après Janet, j'aurais bien aimé visiter aussi Tamanrasset, mais je l'ai pas fait, parce que ça demande encore une organisation. Il aurait fallu que je m'organise pour aller à Tamanrasset, que je retrouve une agence, que voilà, que je réorganise un peu tout ça, qu'il fallait une date fixe, etc. Et surtout, j'avais vécu un voyage pendant 7 jours extraordinaire et je me disais, c'est bon, j'ai fait ce que je voulais dans le désert, c'était super, autant me garder ça tranquille pour une prochaine fois. Mais en ce qui concerne les circuits, je vous ai dit, tout est possible. Donc vous pouvez très bien vous organiser pour aller en Algérie, par exemple, pendant 15 jours, visiter le littoral pendant une semaine. Alors c'est très court hein, pour visiter le littoral pendant une semaine, mais vous pouvez très bien faire, par exemple, 2 jours à Oran, 3 jours à Alger, puis une journée par exemple, dans une petite ville à côté d'Alger, comme Tipaza, etc. Voilà, vous voyagez sur le littoral pendant une semaine, et après, vous pouvez très bien faire une semaine dans le désert, puis revenir sur Alger, puis ensuite repartir chez vous, en France, au Canada, aux États-Unis, en Belgique, peu importe où vous habitez. Mais ça, c'est quelque chose de possible. Maintenant, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez juste faire une semaine, vous rendre directement dans le désert puisqu'ils ont facilité les visas à l'arrivée. C'est-à-dire que depuis 1 an, maintenant, vous pouvez par exemple partir de Paris et obtenir votre visa à l'arrivée. Alors je sais pas trop comment ça se passe, c'est pour ça que je vais pas me prononcer là-dessus. Moi je parle vraiment de mes expériences, mais le mieux c'est d'en parler directement avec une agence en termes d'organisation, de procédure, comment ça se passe un petit peu tout ça. Mais ça c'est quelque chose qui est possible hein. Si vous souhaitez directement par exemple partir de Paris-Charles de Gaulle et aller direct à Janet, il y a des vols maintenant qui s'opèrent avec Air Algérie et vous pouvez obtenir un visa directement à l'arrivée. Je le rappelle, si vous êtes citoyen non algérien, parce que si vous êtes algérien et que vous avez un passeport,
pas besoin de visa, ce qui paraît logique. Donc comme je vous ai dit, voyager dans le désert, ça dépendra vraiment de vos envies, de votre temps. Si vous voulez pas forcément aller aussi loin que dans le sud de l'Algérie, vous pouvez très bien organiser un petit voyage en Algérie de 2 semaines. La première semaine aussi, vous visitez le littoral. Et puis la deuxième semaine, vous pouvez en profiter pour visiter des villes qui sont un peu plus proches d'Alger, comme Boussaada, et puis descendre à Ghardaya. Ghardaya, c'est une ville extraordinaire. Et puis, par exemple, au départ de Ghardaya, c'est possible de faire des one-day trips, donc de partir seulement une journée. Voilà, vous partez avec une agence et vous allez visiter une petite partie du désert durant une journée. C'est possible. Vous pouvez partir aussi que 3 jours quelque part, mais voilà, le mieux c'est d'en parler à une agence, d'expliquer vraiment vos besoins, ce que vous voulez faire, votre budget. Il y a aussi une autre possibilité dont je vous ai pas parlé. Vous n'êtes pas obligé de passer par une agence. Vous serez obligé d'avoir une agence et un guide pour vous rendre dans le désert, mais vous n'êtes pas obligé de passer tout de suite par une agence. Je vais vous expliquer. Lorsque j'étais à Janet, quand mon tour s'est terminé, j'ai rencontré une voyageuse française qui s'appelait Jasmine, qui était très sympathique et qui m'a dit: je suis venu d'Alger en avion jusqu'à Janet. En fait, elle voyageait en Algérie et lorsqu'elle est arrivée à Janet, elle s'est débrouillée par ses propres moyens pour trouver en fait des guides qui allaient l'accompagner dans le désert. Alors le truc, c'est que par contre, le fait de partir toute seule comme ça, elle était toute seule avec les guides. Elle n'était pas avec un groupe, c'était pas voilà une ambiance en mode cocon familial, chaleureux, on profite, on joue de la musique, on chante. Non, elle était toute seule, mais c'est possible. Et puis surtout le fait de partir seule, c'est qu'elle a payé forcément plus cher. Parce que quand vous partez en groupe, ça permet de réduire les coûts. Mais c'est pour vous dire encore une fois que tout est possible. Après, moi je pense que le mieux vraiment c'est de passer par une agence, question de tranquillité, au moins c'est fait, mais vous savez que c'est possible de vous rendre par vos propres moyens à Janet, alors que ce soit comme moi, par voie terrestre, même si je le recommande pas forcément, sauf si vous êtes aventureux, vous avez envie de voir du paysage, mais c'est très long. Vraiment, c'est très long et très fatigant, mais c'est possible de le faire par voie terrestre, c'est possible de le faire par voie aérienne, et c'est possible de le faire aussi en solitaire sans forcément passer par une agence, mais comme je vous ai dit, sur place, vous serez obligé de prendre un guide local. Et encore une fois, j'insiste bien, les guides, vous prenez pas n'importe quelle personne comme ça, c'est très encadré, hein. Ce sont des guides qui ont des autorisations pour aller dans le désert, etc. En général, de toute façon, tout le monde se connaît à Janet, la police connaît très bien les agences, les guides, les conducteurs, etc. Donc c'est très bien encadré. Quand je vous dis également que tout est possible, je voudrais aborder un autre point, parce que c'est une question qui m'a été posée sur Instagram. On m'a demandé si c'était possible de faire un voyage seulement entre femmes. Alors oui, c'est possible, mais ça encore une fois, il faudra en parler à votre agence, dire moi je voudrais partir qu'avec des femmes, faire un voyage féminin. Voilà, je veux pas que ce soit un groupe mixte. Alors justement, si je peux rebondir par rapport à ça, comment ça s'est passé moi dans mon groupe, parce qu'on avait un groupe mixte, il y avait des hommes, il y avait des femmes. Nous, ce qu'on faisait justement, question de respect par rapport aux dames qui nous accompagnaient, c'est que le soir quand on posait nos tentes, on disait au groupe de dames, voilà, ça c'est votre côté et on n'ira pas empiéter sur votre terrain. Donc c'est-à-dire que si par exemple vous avez besoin de faire vos besoins ou quoi que ce soit, etc., nous on viendra pas vous embêter de votre côté. Voilà, il y a vraiment un respect qui s'est installé et c'est comme ça que ça s'est passé durant tout le séjour et c'était vraiment très agréable. Il y avait un respect mutuel et ça c'était super. Concernant la période, parce que c'est quelque chose qui a été beaucoup demandé, alors concrètement la meilleure période pour partir dans le désert algérien, c'est concrètement quand il commence donc à faire un peu froid ici. Donc je dirais entre, allez, mi-octobre et puis début mars, c'est vraiment les meilleures périodes. Hein. Novembre, décembre, janvier, c'est le top du top. Ensuite, vous allez me dire, mais ok, c'est cool, maintenant on sait comment trouver une agence, on sait que tout est possible, mais comment ça se passe sur place au fait? C'est très simple. Quand vous payez pour un tour, vous payez pour un package. C'est-à-dire que tout est compris et tout est soigneusement préparé par nos amis les Touaregs. Donc les différents repas, matin, midi, soir, collation de l'après-midi, les activités, etc. Et en fait, chaque journée est différente. On va voir des peintures rupestres, des gravures rupestres, on va explorer différents paysages. Et puis le soir, on se retrouve autour d'un bon repas et puis après, voilà, on partage une soirée sympa autour du feu. On va déguster un petit thé du Sahara. Il y a de la musique, il y a de l'ambiance. C'est comme ça que ça se passe. Les Touaregs nous régalent de leur musique traditionnelle, ce qu'on appelle le Sahara Blues. D'ailleurs, c'était exceptionnel. Moi, il y a un truc que j'adorais faire, petit
petite anecdote au passage. Au moment où j'allais me coucher, je profitais pour m'endormir avec les sons des musiques parce que souvent les Touaregs, eux, ils restaient plus longtemps. Parce que oui, en fait, les Touaregs, ce ne sont pas des acteurs, hein. Ce sont vraiment des Touaregs. Alors aujourd'hui, ce sont des Touaregs sédentaires, ce ne sont plus des nomades, mais ce sont des vrais Touaregs, hein. Ils mettent pas un chèche pour faire semblant pour les touristes, c'est pas des acteurs, ce sont des vrais Touaregs qui sont installés depuis des années, des générations même dans cette partie de l'Algérie, et en fait c'est vraiment leur mode de vie, c'est-à-dire que quand eux ils ont terminé leur journée de travail, ils décompressent entre eux, ils se prennent un petit thé, ils rigolent, ils discutent, ils jouent de la musique, et même si on n'était pas là, si on était fatigué, on allait simplement se coucher dans nos tentes, bah eux ils jouaient quand même de la musique, et voilà, ils étaient là, ils décompressaient de leur journée de travail. C'est vraiment leur mode de vie, c'est comme ça qu'ils vivent, donc ils le faisaient pas spécialement pour nous, même si ça faisait partie en fait voilà des activités quotidiennes, mais si on n'était pas là, ils auraient quand même joué de la musique, ils auraient profité de prendre un petit thé, de rigoler, etc. Mais grosso modo voilà comment ça se passait, et moi j'adorais justement, je me couchais un peu avant parce que j'étais souvent épuisé après les petites soirées qu'on passait ensemble, les repas, etc. Et je profitais de leur musique, ça me berçait et je dormais avec, c'était trop kiffant. Concernant les tentes aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais donc le soir, quand on arrive sur les camps, on monte les tentes, et les tentes, c'est extraordinaire parce qu'elles sont très simples à monter. Ça marche comme un système de parapluie. Voilà, il y a un ressort, vous tirez, ça ouvre la tente, et le lendemain matin, vous la repliez très facilement. C'est pas comme les tentes Quechua, là, 2 secondes que vous lancez, elles sont hyper faciles à monter, mais alors, à replier, c'est une galère, là, faut la tortiller dans tous les sens et tout. Là, non. Franchement, j'avais trop kiffé ces tentes, elles ont un système hyper simple, donc c'est des tentes une place. En tout cas, franchement, c'est très confortable. On vous fournit un petit matelas avec, c'est pas un tapis de sol, c'est un vrai petit matelas. On vous fournit les oreillers, les duvets, etc. Donc non, c'est très bien organisé. Et puis bah donc le matin, quand on se réveille, on replie les tentes et on repart pour de nouvelles aventures. Alors concernant l'hygiène, et notamment les douches, comme vous en doutez, dans le désert, il n'y a pas de douche. Nous, comme on était repassé par Janet, Siem avait dit, bah on va en profiter pour s'arrêter dans un endroit, on va prendre des douches, etc. Puis ensuite on repartira. Donc nous, c'est ce qu'on avait fait. Mais sinon, pendant l'intégralité en fait du voyage, sauf vers la fin, dans le petit campement où on était à loin d'Irir ou des Sendilen, là on avait dormi dans des petites paillotes, c'était super. Là on avait accès à des douches, c'était d'ailleurs les seuls moments où on n'avait pas dormi dans des tentes, c'était trop beau, des petites paillotes et tout, hyper tradi. Mais sinon pas de douche, on se lave à la lingette, voilà, on prend des lingettes avant le voyage, et on se lave à la lingette comme ça. Et puis pour les parties intimes, on peut demander justement au Touareg d'avoir un petit peu d'eau, parce que l'eau est en quantité limitée, hein, comme vous vous en doutez. L'eau sert essentiellement pour la préparation des repas, pour laver la vaisselle, pas pour prendre des douches, hein. Sinon il faudrait emporter je ne sais combien de bidons. Donc c'est pas possible, mais par contre bien évidemment pour l'hygiène corporelle, l'hygiène intime, etc. on peut récupérer un peu d'eau pour se brosser les dents aussi, voilà, on peut récupérer un petit peu d'eau. Vous allez me dire aussi bah, comment on fait ses besoins. Pareil, il n'y a pas de toilettes, hein, donc c'est les toilettes naturelles, et évidemment toujours respectueux de la nature et de l'environnement. Donc si vous avez des petits papiers, des trucs, prenez un petit sac avec vous que vous gardez jusqu'à la fin du voyage, et comme ça, retour sur Janet, bim, vous mettez tout dans une poubelle, mais surtout voilà, ne polluez pas le désert. Très important, hein. Ensuite, concernant le tarif et le budget, parce que vous allez me dire, ok, c'est bon, là, tu nous as parlé de tout maintenant, mais combien ça coûte? On veut savoir un petit peu. Alors justement, j'ai recontacté Siem pour avoir un petit peu plus d'informations, parce que moi, je vais être totalement transparent. De toute façon, j'ai jamais eu l'habitude de vous mentir sur cette chaîne YouTube. J'ai toujours été honnête et transparent dans mes expériences. C'est un tour qui m'a été offert, mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas, je voulais payer mon tour comme tout le monde, sauf que en fait, Siem me l'a offert. Moi, je voulais payer mon tour pour 2 raisons. Bah, la première, c'est que tout travail mérite salaire. Ça permet justement de rémunérer tous les acteurs du tourisme local. Ça permet d'encourager le tourisme local. Et puis la deuxième raison, c'est que c'est toujours très malaisant de parler d'une expérience en négatif quand ça s'est pas bien passé, quand on vous l'a offert. Mais moi, j'ai toujours tenu à être transparent envers ma communauté, c'est-à-dire que si on m'offre un truc, je veux pas me sentir coincé dans quelque chose. J'ai toujours dit ok, c'est pas parce que vous me l'offrez, par contre, si ça se passe pas bien, que je veux être libre en fait de pouvoir raconter exactement comment ça se passe, comment ça s'est passé, s'il y a des choses que j'ai moins aimées, pour quelles raisons, voilà, je veux être libre juste d'en parler de manière transparente. Siem, elle m'a dit pas de problème, mais je pense que
elle-même savait dans un coin de sa tête que tout allait très bien se passer et qu'en plus elle allait placer la barre très haute. Et ça s'est extrêmement bien passé, donc je suis très content de pouvoir vous en parler de manière positive. J'ai parlé avec CM et elle m'a dit qu'un tour comme moi j'ai fait, donc que vous avez pu découvrir sur YouTube, ça coûte 650 €. Qu'est-ce qui est compris dans ces 650 €? Tout. C'est-à-dire les différents trajets en avion, Alger-Djanet, Djanet-Alger, et ensuite vraiment c'est un package global avec la nourriture durant tout le séjour, matin, midi et soir, plus la collation de l'après-midi, les différents déplacements en 4x4, toutes les activités qui sont comprises durant le tour, donc les visites de sites comme les gravures rupestres, les peintures rupestres, les activités musicales le soir, etc. Les visites guidées aussi, parce qu'il y a un guide avec vous pendant l'expédition qui vous apporte des informations très intéressantes sur les sites qu'on visite. Le matériel de bivouac, si vous n'avez pas de matériel, eh ben on vous prête du matériel, donc il y a les tentes, les duvets, les oreillers, mais aussi voilà, si vous n'avez pas de vêtements chauds, etc., vous pouvez vous organiser avec l'agence pour voir si on peut pas vous prêter des vêtements. Moi je voyage de manière très légère, vous le savez, j'avais besoin d'un pull supplémentaire, etc. Bah CM très gentil m'avait apporté un pull d'Alger. Donc voilà tout ce qui est compris en fait dans ce package. Et donc concernant le budget, vous avez rien d'autre à dépenser, sauf si ça vous fait plaisir par la suite de donner un petit pourboire au guide parce que vous avez été satisfait, ou bien de faire une petite donation pour une association locale, ou si par exemple à la fin du tour vous repassez par le souk de Djanet avant de prendre votre avion et que vous voulez acheter quelques souvenirs comme une jolie petite tenue Tergui, si vous vous souvenez de cette belle tenue que j'avais achetée, là il faudra prévoir un petit budget supplémentaire, mais c'est pas nécessaire. C'est-à-dire que normalement une fois que vous avez dépensé vos 650 €, c'est un package et tout est compris dedans et vous avez besoin de rajouter aucun euro supplémentaire ou aucun dinar supplémentaire. Après, il faut savoir que les tarifs, ils peuvent évoluer dans le temps. Au moment où je vous parle, peut-être que d'ici 5-6 ans, les tarifs auront changé, mais ça dépend aussi de la période. Si vous choisissez la période, par exemple, du Nouvel An, eh ben, concrètement, le Nouvel An, c'est partout pareil, hein, que vous soyez à Paris, à Tokyo, à New York, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est une période qui est très prisée, donc forcément, plus il y a de demandes, moins il y a d'offres, donc plus les prix augmentent, c'est le b.a.-ba de l'économie. Après, il y a une autre question qui est beaucoup revenue, c'est est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a des scorpions? Est-ce qu'il y a des araignées? Est-ce qu'il y a des petites bêtes cheloues là qui vont venir rentrer dans notre tente et hop, et grimper sur nous piquer? Alors justement, cette question, elle est très intéressante parce que c'est une question aussi que je me suis posée durant le tour. J'étais en déconnexion totale, mais tous les jours, je discutais avec Moussa, notre guide, mon père spirituel du désert, et en fait je lui ai posé la question, je lui ai dit dis-moi, quand on marche comme ça, etc., est-ce qu'il y a possibilité des fois, je sais pas, qu'on croise un petit scorpion, un petit serpent du désert, quelque chose? Il m'a dit non, t'inquiète, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de scorpion, il n'y a pas de serpent, voilà. Nous, les seuls animaux qu'on a croisés, je me souviens, c'est le matin quand je me réveillais, que je sortais de la tente, je voyais des petits pas en fait. On voyait qu'il y avait des oiseaux qui avaient circulé dans l'endroit, et on a croisé aussi des chameaux ou des dromadaires. Je me souviens plus s'ils avaient une ou deux bosses, mais voilà. Autrement, non, pas de scorpions, pas de petites bestioles cheloues, quoi que ce soit, non. Aucun problème, j'ai rien retrouvé dans ma tente, il n'y a pas une migale qui est venue s'immiscer, donc non, ne vous inquiétez pas, aucun souci. Et si jamais un jour vous venez dans le désert, au moins vous le saurez, il y a une race de plantes ici dans le désert. Si jamais vous récupérez son lait et que vous vous touchez ensuite le visage, les yeux, vous pouvez perdre la vue. Alors pas de manière définitive d'après ce que j'ai compris, voilà. Donc c'est avec le lait. Donc si jamais je prends le lait et que sans faire exprès je me caresse un peu le visage ou voilà je touche mes yeux, donc, je peux perdre la vue. Exactement, tu perds de la vie, tu viens avec un bon moment, donc ça se passe. Après, est-ce que c'est dangereux aussi de faire un tour comme ça? Bah non, parce que vous êtes avec des professionnels concrètement. S'il y a un danger ou quoi que ce soit, vous pouvez repartir facilement à Djanet et voilà. On sait jamais, hein, en cas d'extrême urgence, quelqu'un fait un malaise ou quoi que ce soit, il y a possibilité, bim, on prend le 4x4, on roule et on trace directement. Vous êtes avec des professionnels qui connaissent parfaitement le désert, qui connaissent parfaitement les routes, de jour comme de nuit. Il n'y a aucun souci, ils n'ont pas besoin de GPS, ils savent se repérer, ils savent trouver leur chemin, et s'il y a quoi que ce soit, ils peuvent rentrer à Djanet sans problème. Ensuite, il y a une question qui est aussi beaucoup revenue. On m'a demandé, Ben, est-ce qu'on peut partir avec des enfants? Moi, j'aurais tendance à dire, avec des enfants vraiment en bas âge, ça peut être un peu compliqué, surtout si vous avez des enfants qui sont très turbulents, voilà, mais je pense qu'à partir de 10 ans, avec des ados, pas de problème.
mais ça dépend aussi de l'ado, ça dépend de son comportement. Si c'est un ado qui n'aime rien faire, qui n'aime rien manger, qui n'aime, voilà, pas très sociable, etc., ça peut être un peu compliqué, mais j'ai envie de dire, ça dépend du comportement de l'enfant. Si vous avez un enfant de 10 ans qui se comporte très bien au groupe, même s'il est un peu timide, etc., mais voilà, qui est pas tumultueux, qui se plaint de rien, au contraire, qui sera content de découvrir, etc., d'apprendre, de voir des choses, j'ai envie de dire, il n'y a aucun souci. Mais encore une fois, le mieux, c'est d'en parler directement avec une agence, parce que ce sont eux les vrais professionnels, c'est pas moi. Moi, je vous fais un retour d'expérience. J'ai fait cette vidéo pour vous aider au mieux, pour préparer votre séjour dans le désert en Algérie. J'espère donc qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si vous êtes aussi un professionnel du voyage qui est spécialisé dans les voyages dans le désert en Algérie, vous avez le droit aussi de mettre vos coordonnées dans les commentaires, hein. C'est pas interdit, c'est pas parce que je suis parti avec Bloody Road Trip que au contraire les autres agences n'ont pas le droit de venir commenter ou quoi que ce soit. Bien au contraire, il n'y a aucun problème. Voilà, tout est possible, l'espace commentaire c'est fait pour ça. Si vous avez des questions sur des sujets que je n'ai pas abordés, surtout n'hésitez pas à le mettre dans l'espace des commentaires. Moi, le désert, ça aurait été une expérience formidable. Voilà, ça y est, maintenant je peux le cocher. Sahara algérien, je l'ai fait même si j'ai pas tout vu, j'ai pas tout fait, j'ai pas été encore à Tamanrasset, voilà. Mais quand même, j'ai vécu une expérience formidable. Je suis très content d'avoir vécu. C'était super et je le recommande vraiment à tout le monde sans hésiter. Et j'aurais pu vous en parler comme ça pendant des heures et des heures, pendant même des jours et des jours, mais bon, je pense que la vidéo sera assez longue déjà. Donc voilà, j'espère vraiment qu'elle vous aura apporté les informations nécessaires en vue de votre futur voyage, et je vous souhaite vraiment de pouvoir découvrir cette partie magnifique de l'Algérie et de découvrir également la culture Tergui, de nos amis les Touaregs. Donc vraiment, si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile, bah n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si c'est pas déjà fait, ça permet de m'encourager, mais si vous voulez aussi m'encourager pour tout ce travail, parce que ces vidéos-là, ça demande beaucoup de travail, il faut les réaliser, écrire un petit script, voilà, que ce soit bien encadré, il faut se replonger dans son passé, ça demande beaucoup d'organisation, le montage aussi là que je vais faire, etc. Bah, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir, voilà, même si vous avez plusieurs comptes, n'hésitez pas à multi-liker pour mieux référencer la vidéo, qui j'en suis sûr aidera d'autres personnes à pouvoir organiser leur futur voyage dans le Sahara algérien. C'est comme ça que ça marche, Plus une vidéo est likée, logiquement, plus elle apparaît en tête de liste, et donc il y a d'autres personnes qui peuvent tomber dessus et être potentiellement intéressées par toutes ces informations. Je vous remercie de l'avoir suivi, et moi je vous donne rendez-vous très bientôt sur cette chaîne YouTube pour un nouveau voyage, mais j'en dis pas plus. Ça, il faudra les suivre sur mes réseaux sociaux. Donc merci encore à vous. Je vous dirai comme d'habitude de prendre bien soin de vous et de vos proches. Mais surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est déjà de voyager. C'est important pour se libérer l'esprit, se déconnecter, se reconnecter un petit peu avec la nature, avec les gens qui nous entourent. Mais surtout, c'est de jamais oublier que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Merci, ciao.